suis prêt à entendre vos questions sur la fracturation, la situation des permis, etc. Peut-être ouvrir la lumière, s'il vous plaît. Oui. 1 hectare, c'est-à-dire 100 mètres sur 100 mètres. En général, c'est carré. Ceux qu'on voit au Québec, si vous allez avec Google Earth, vous creusez un peu, vous zoomez, vous allez les voir apparaître. Il y en a dans différents rangs aux alentours. C'est de l'ordre d'1 hectare. Certains plus grands, comme Anticosti, c'est 2 hectares, un peu plus. 2 à 3 hectares. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La détermination de la sécurité autour du puits, c'est qui détermine ça? Là, c'est un règlement qui est associé à la loi sur l'environnement, je crois, la LQE, un règlement de protection, règlement de prélèvement des eaux et leur protection, qui introduit la notion de fracturation, qui introduit les puits d'hydrocarbures, parce qu'il n'y avait pas de loi au Québec qui parlait des puits de gaz de schiste. Il faut se rendre compte que c'est arrivé comme ça en 2009-2010, et la réglementation n'était pas prête. Donc, en 2014, mais ça se préparait déjà quelques années auparavant avec le gouvernement Marois et même sous le gouvernement Charest. Ils avaient déjà établi des distances de protection, mais qui étaient de l'ordre de 200 à 300 mètres. Eux l'ont porté à 500 mètres en ce qui concerne la distance entre un puits d'eau potable et un puits gazier. Mais moi, je mange des légumes. Fait que vu que c'est à la consommation humaine, moi je suis protégée avec pour ça. Vous êtes protégé sur 500 mètres. Mais il pourrait être foré chez un voisin et passer en dessous de chez nous. Et là, éventuellement, affecter votre propriété. Mais par contre, nous autres, c'est l'eau de la ville. Bien, dans ce cas-là, l'eau de la ville, c'est sûr qu'elle ne sera probablement pas contaminée si la ville fait attention. La municipalité fait attention à son eau, probablement. Très certainement, même. Mais je crois que là où vous pourriez être impacté, c'est si vous avez des puits d'eau que vous utilisez pour votre bétail ou pour votre chose. Non. Oui, monsieur. Oui. Moi, je suis maire de Sainte-Cécile. Je me suis opposé de ça là, à MRC. Et j'ai posé des questions. J'ai rencontré un sous-ministre. Je me demande qu'est-ce que fait l'environnement là-dedans. Il y a un petit peu d'huile à quelque part, puis l'environnement débarque. Puis là, tout est permis. Même la protection du territoire agricole que je trouve un petit peu aberrant, qu'on est comme. On n'a pas le droit de bosser dans une petite bâtisse, puis les autres, tout est permis. Il me semble qu'il y a des lois de 2 mesures. Il faudra se poser des questions. Et quand j'ai rencontré le sous-ministre, j'ai demandé, moi, j'ai dit, on inscrit l'eau. C'est à l'environnement ou à l'énergie? Non, je me souviens plus de Madame Asselin. de nom. Madame Asselin, Ouais, sûrement. au ministère de l'Énergie et des Ressources à Québec. Je me suis posé une question. On a un puits au 4e rang et on a une ressource d'eau naturelle qui entretient un peu Sainte-Cécile et Saint-Pierre. Et j'ai dit à la sous-ministre que je suis très inquiète qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la terre parce que c'est beaucoup de citoyens qui vont payer ça. En plus, c'est ça que j'ai dit. Je veux signaler que si la situation est celle-là, c'est à cause de l'influence des lobbies. Que ce soit Gaz Métro ou la TGV, l'Association pétrolière et gazière, ou Quester, ils ont énormément de lobbies qui fait en sorte que le temps aidant, ils continuent leur chemin, ils ne dérogent pas à leur plan de match, et ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des lois et des règlements qui semblent être écrits par des compagnies gazières plutôt que par un ensemble de citoyens ou un ensemble d'experts. D'ailleurs, Mme Asselin vient a eu une récompense récemment. Elle a été nommée au conseil d'administration de Transition énergétique Québec. Alors, elle a bien fait son travail avec la loi sur les hydrocarbures, donc on lui a donné du galon. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on soit... Oui, dans votre présentation, vous disiez qu'il y a certaines municipalités qui ont passé une réglementation jusqu'à 2 km. Oui. Alors, une municipalité pourrait, à ce moment-là, comme empêcher. Le but, c'est pas d'empêcher, mais le but, c'est de dire on va protéger l'eau. Si protéger l'eau veut dire empêcher, ça sera une conséquence qui découlera de la volonté de protéger l'eau.
Mais au départ, c'est pas de dire on veut pas de Non, gaz de mais si schiste. on est à une distance de 2 km, ça rend toute exploitation impossible. Dans certains cas, oui. Dans votre municipalité, Non. peut-être. Dans toutes les municipalités, pas Si, avec nécessairement. 2 km, ce serait probablement, ça nuirait, mais ça n'empêcherait pas. OK. Il faut réaliser que quand on a élaboré le règlement, le projet de règlement avec le collectif scientifique et avec les juristes, la distance séparatrice de 2 km minimale n'est pas sortie de notre chapeau comme un lapin, là, t'es un magicien. Il fallait connaître, avoir les études scientifiques qui montrent qu'à telle distance, les risques de contamination, de présence de méthane thermogénique souvent associés au forage étaient infiniment plus importants. Donc, la distance de 2 km, c'est vraiment un minimum. C'est vraiment le minimum. On a des études scientifiques qui démontrent que si vous êtes habité plus près de 2 km d'un puits gazier ou pétrolier, vous avez de bonnes chances de contaminer votre puits. 2, vous avez de bonnes chances aussi d'avoir différentes maladies. Parce que là, dans les derniers mois, ce qu'on a vu beaucoup apparaître, c'est des études scientifiques sur les conséquences au niveau de la santé publique. Par exemple, de l'asthme, par exemple, toutes sortes de maladies de peau, à cause des produits chimiques qui sont utilisés, tout ça. Alors, il commence à y avoir des impacts au niveau de la santé publique qui dépassent simplement la protection de l'eau. Mais quand on a élaboré le règlement, c'était pour aider les municipalités à protéger les sources d'eau. On est allé au minimum qu'on pouvait être capable de justifier, parce que si le règlement est contesté, ben, un juge va demander pourquoi vous avez pris ça, ce 2 km-là, ça sort cette distance séparatrice-là. Donc, il faut être capable de justifier, d'une part. Puis d'autre part, si on voulait appliquer de façon très stricte le principe de précaution, ben, c'est tout un bassin versant qu'il faudrait protéger, parce que si vous avez la pollution en haut du bassin, elle va se répandre par les voies, ce qui existe dans le sol pour le passage de l'eau. Donc, il faudrait protéger tout un bassin versant. Mais si on protège tout un bassin versant, on va sortir du territoire des municipalités. Donc, les municipalités n'ont pas compétence à l'extérieur de leur propre territoire, sous réserve de quelques exceptions rarissimes dans le code municipal. Donc, c'est à cause de ça qu'il a fallu tenir compte des compétences municipales qui sont limitées. Il faut reconnaître que les municipalités n'ont de compétences que celles que le législateur leur a accordées. Et le législateur leur a accordé des compétences larges en matière d'environnement. Mais là, en même temps, quand le gouvernement intervient par un règlement qui a le même objet qu'un règlement municipal, le règlement provincial prévaut, sous réserve que le ministre accorde l'autorisation à la municipalité d'être plus sévère ou moins sévère dans certains cas. Alors donc, c'est à partir de ça que un certain nombre, près de 300 municipalités, qui participent à cette grande démarche provinciale de protection de nos sources d'eau en réclamant du ministère qu'il accorde la dérogation, qu'il accorde aux municipalités le pouvoir d'élargir la zone de protection, non pas pour interdire l'exploitation gazière et pétrolière, ça ne relève pas de la compétence des municipalités, mais protéger leur eau potable, ça c'est leur compétence. Donc l'idée, peut-être que dans certains cas ça va nuire, peut-être même dans certains cas ça interdirait des forages, mais ça c'est une conséquence indirecte qui aurait de la protection de l'eau potable. Ce n'est pas la volonté, ce n'est pas un règlement qui est fait pour empêcher les gazières de l'opérer, c'est un règlement qui est fait strictement pour protéger les sources d'eau potable. Alors évidemment, ça a des limites dont il faut tenir compte. Donc, si le règlement est adopté, il faudrait mettre des puits à grandeur de la municipalité, là on aura fait. Dépendant de la situation de vos sources d'eau, ça pourrait arriver que ça ait ça comme résultat. Ça serait plus simple, on s'en va jouer avec les autres. Oui, bien, c'est parce que les municipalités ne peuvent pas, si votre municipalité ici adoptait un règlement qui dit on interdit tout forage sur notre territoire, bien là, on sortirait de la compétence de la municipalité et ce règlement-là serait contesté et avec de bonnes chances de gagner. Nous, quand on a élaboré le règlement, parce que le règlement, là, il a été élaboré
par les 5 du collectif dont vous parlez, Marc, là, Marc Durand, Marc Brulman, Céline Mali, la biologiste, et Chantal Savaria, l'hydrogéologue, et moi qui ai donné un petit coup de main, mais c'est eux autres les scientifiques. Puis après ça, sur le plan juridique, là, on a constitué aussi un collectif avec Guillaume Rousseau, professeur de droit municipal à l'Université de Sherbrooke, David Robitaille, professeur de droit municipal à l'Université d'Ottawa, Jean Etu, professeur de droit municipal à l'Université de Montréal, moi et Jean-François Girard, qui est un avocat spécialisé en droit de l'environnement et en droit municipal. Alors, ensemble, les scientifiques, les juristes, on a travaillé à élaborer un règlement que les scientifiques étaient capables de justifier les distances séparatrices, et sur le plan juridique, on a évité de mettre dans ce règlement-là toute autre question que les distances séparatrices. Pourquoi? Bien, parce que c'est le cœur du litige et on voulait s'assurer que le ministère ne dise pas « Ouais, mais votre règlement, vous touchez des aspects que nous autres, on ne touche pas, puis c'est pas tout à fait le même objet. » Puis là, vous voyez un peu les complications qui pourraient arriver sur le plan juridique. Donc, pour éviter toute contestation et faire en sorte surtout, parce que techniquement, sur le plan constitutionnel, c'est pas parce qu'une municipalité a le droit d'être plus sévère qu'un règlement provincial. La règle, en fait, c'est que vous ne devez pas placer les citoyens dans la situation que s'ils respectaient le règlement municipal, ils violeraient le règlement provincial. Ça serait illégal complètement. Mais le fait d'être plus sévère, on va vous donner un exemple qui n'a rien à voir, là. M. Trudeau, quand il a parlé de la légalisation de son cannabis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est 18 ans. Et si les provinces veulent le mettre à 21 ou à 25, vous pouvez faire plus. Autrement dit, en respectant la règle provinciale, mettons qu'on mettrait ça à 21 ans, la consommation de cannabis, vous ne violeriez pas la réglementation fédérale qui dit minimum 18 ans. Comprenez? Alors, mais le comité de pilotage, là, les 10 maires, mairesses et préfets qui pilotent cette démarche-là de protection de nos sources d'eau potable, qu'est-ce qu'ils ont voulu éviter? Ils ont voulu éviter les scénarios qu'on a connus avec Restigouche ou avec Gaspé, où les compagnies gazières, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agi très habilement. Ils ont poursuivi des petites villes ou des encore plus petits. Restigouche, là, c'est moins... vous êtes une population 2 fois plus grosse que Restigouche. Alors donc, c'était facile à intimider. On les a poursuivis pour 1 500 000. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Donc, pour éviter ce scénario-là, les maires ont dit, on va demander à l'autorisation au ministre. Si le ministre accorde son autorisation, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que s'il y a une poursuite, ce n'est pas à celui qui demande quelque chose que tu poursuis, c'est celui qui prend la décision de te l'accorder. Donc, ça veut dire que c'est le ministère qui devrait être poursuivi. Le ministère, là, le gouvernement du Québec, c'est le plus gros cabinet d'avocats au Québec. C'est 1000 avocats qui travaillent pour l'ensemble du gouvernement du Québec. Donc, c'était pour casser la stratégie d'intimidation des sociétés gazières, puis c'était de faire en sorte que le gouvernement intervienne lui-même. Et il y a un autre élément, c'est que dans le règlement sur le prélèvement des eaux dont Marc a parlé, bien, il y a une obligation de revoir les normes du 500 mètres et du 400 mètres dont Marc vous parlait, en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques. Alors nous, comme collectif, les 5 ensemble, on a publié en janvier dernier un long document de 150 pages où on a expliqué, on a répertorié toutes les études scientifiques qui montraient les conséquences de la fracturation, comme Marc vous l'a expliqué. Donc, on a bonifié en quelque sorte toute la preuve scientifique disponible et on a été encouragé depuis lors parce que M. Obama aux États-Unis, avant de s'en aller, puis heureusement qu'il l'a fait, il a fait publier le rapport final de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement américaine, qui a conclu, comme nos BAP au Québec, que l'usage de ces techniques d'acidification des puits ou de fracturation hydraulique, ça présentait un danger pour l'eau potable à toutes les étapes là, du processus. Alors donc, on a aujourd'hui en main, des preuves scientifiques prépondérantes, à notre avis, qui montrent que les distances séparatrices telles qu'elles existent dans le règlement provincial sont insuffisantes. Alors là, qu'est-ce que le ministre va faire? Quand on va déposer
le 15 mai. On va déposer là, 325, 350, je ne sais pas combien on en aura à ce moment-là. Chose certaine, moi j'en reçois une dizaine par jour actuellement de municipalités qui ont adopté le règlement puis qui nous l'envoient pour qu'on fasse le rapport de force le plus important possible. Alors, qu'est-ce que fera le ministre? Est-ce qu'il accordera des dérogations à 400 municipalités ou est-ce qu'il décidera de modifier son règlement pour étendre les zones de protection? Ça, c'est un choix politique qui lui revient. Là, Richard, tu es vraiment dans le cœur du sujet, mais tu n'auras plus rien à dire tantôt. C'est complexe. Passer à quelques autres questions, puis juste peut-être revenir sur la question du CPTAQ et puis d'autres moyens aussi autres que la voie municipale pour restreindre, ce que je dirais, l'appétit des gazières. Ce serait peut-être l'UPA a demandé, il y a quand même quelques mois, de soustraire les terres agricoles du domaine des hydrocarbures. C'est quand même une avenue. Malheureusement, il va falloir que ça se matérialise, que ça se concrétise dans un règlement, une loi, etc. Ce n'est pas fait. Est-ce que ça peut se faire? Peut-être que Richard pourra répondre tantôt. Mais c'est quand même, il y a d'autres façons que la voie municipale. Il n'y a pas que le règlement de protection de l'eau potable non plus. Il y en a d'autres aussi qu'on peut utiliser dans le droit à l'environnement. Oui, d'autres questions? Dans le pratico-pratique, si notre eau est contaminée, on est-tu dédommagé? Est-ce qu'à ce moment-là, il se passe Oui, quelque de chose? recevoir de l'eau en bouteille. Ah, Non, c'est-à-dire qu'il y a deux éléments. Dans la loi sur les hydrocarbures dont je vais vous parler après, là, la pause, il y a une disposition qui prévoit que vous ne pouvez pas poursuivre le gouvernement parce qu'il a accordé la licence. Hein? Marc vous a expliqué que faire de la recherche d'hydrocarbures, il faut une licence. Alors, ils ont mis, pour se protéger, dans la loi, une disposition qui fait en sorte que vous ne pouvez pas revenir contre le gouvernement pour avoir accordé cette licence-là. C'est le vieux principe en droit là, de « king can do no wrong », là, la reine ne peut mal faire, donc c'est l'espèce d'irresponsabilité de l'État. Alors moi, quand j'ai rencontré Mme Asselin avec soit les maires, soit avec les organisations écologistes qui m'avaient demandé d'être présent au cas où il y avait des débats techniques, là, juridiques, je posais la question, mais puisque le gouvernement, vous avez l'air si convaincu que la fracturation hydraulique, ça ne présente pas de danger, que ce n'est pas vraiment dangereux, pourquoi vous avez mis votre irresponsabilité? Pourquoi vous décidez qu'on ne peut pas vous poursuivre? Si vous êtes si certain qu'il n'y a aucun risque, vous pourriez laisser la règle normale qu'on peut vous poursuivre. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Alors, ça, c'est par rapport à l'État. Par rapport à la compagnie qui aurait contaminé votre source d'eau potable ou vous aurez rendu malade, par exemple, là, c'est un autre paire de manches. Un autre paire de manches, dans le sens que, oui, bien sûr, au Québec, n'importe quelle personne peut poursuivre une autre personne si on lui occasionne un tort. Hein? C'est les règles qui s'appliquent pour n'importe qui ou n'importe quelle société. Le problème, c'est la démonstration, parce que, comme vous avez vu, l'extension horizontale s'étend bien au-delà de la zone de protection. Alors, si vous êtes dans l'autre zone, donc là, est-ce qu'il y aura véritablement eu une caractérisation initiale? C'est-à-dire qu'avant de commencer les forages, est-ce qu'on va avoir pris des échantillons de l'eau potable partout pour être capable d'avoir une preuve advenant qu'il y a une contamination par la suite? Bien là, on pourrait revenir contre les gens. Alors, ça, cette caractérisation-là, elle n'est pas faite. Elle n'est pas prévue au-delà d'une caractérisation initiale et qui ne comprend pas la caractérisation en fonction des produits utilisés par l'industrie. Parce qu'au fond, le problème, c'est d'être capable d'identifier vous avez utilisé tel produit, je le retrouve dans ma source d'eau potable, donc vous êtes responsable. Mais si on ne sait pas qu'est-ce qu'ils utilisent, puis on ne sait pas ce qu'il y avait déjà dans le sol avant, bien, ça rouvre la porte au fait que les compagnies disent « Non, vous savez, dans le sous-sol, il y a toutes sortes de molécules chimiques, puis ça a pu remonter par les voies naturelles, puis en conséquence, on n'est pas responsable de ça. » Le problème est là, c'est-à-dire que ça va être la démonstration ou la preuve que vous aurez à faire. Ça veut dire que vous engagez des experts, vous engagez un avocat. Écoutez, aux États-Unis, il y a des causes qui ont été gagnées, à Demlock, par exemple, et au Texas aussi, mais ça a pris 10 années de lutte juridique, d'experts et tout ça. Alors, l'idée, c'est vraiment d'éviter ça, d'éviter ce genre de truc-là, en s'assurant de préventivement
de protéger Oui, nos mais sources. Richard, elle a dit pratico-pratique. Moi, j'ai répondu comme quoi, en règle générale, aux États-Unis, la compagnie ne va pas trop tarder, elle va livrer l'eau. Oui, à pour la éviter personne. poursuite. Alors, Exactement. les compagnies disent, si vous dites pas un mot, puis on va vous emmener de l'eau. Alors, quand vous allez en Pennsylvanie, par exemple, vous allez voir après la maison toutes des tanks d'eau. Puis à tous les jours, là, il y a quelqu'un qui vient porter de l'eau. Mais en même temps, on dit aux gens, mais quand vous prenez votre douche, ouvrez la fenêtre parce qu'il y a trop de méthane, ça pourrait exploser. Alors, tu sais, c'est bon. Vous voyez un peu de la réalité telle qu'elle est. C'est très complexe. Là. Quand on n'a plus d'eau, puis qu'il faut s'attendre que quelqu'un nous livre de l'eau, mettons que ça va pas bien en choc, comme on dit. Hein? C'est ça la réalité. La question, admettons que le puits n'est pas creusé, mettons qu'il n'aura pas du tout de puits dans une municipalité, est-ce que la CPTAQ pourrait refuser de donner le permis de passer sur le terrain? La CPTAQ, elle agit qu'en zone agricole. Et là aussi, elle a un paquet de règlements, de règles de faire, de procédures. Mais le fait est que depuis une vingtaine d'années, pratiquement toutes les causes impliquant les gazières, eh bien, ils ont dit, ben, écoutez, oui, vous pouvez le faire parce qu'après, on pourra remettre le sol en état. Donc, c'est le critère de la CPTAQ. Mais c'est un peu particulier parce que dans les années 70 et antérieurement, même au tout début de la CPTAQ, il y avait beaucoup de causes où la CPTAQ disait, mais c'est quoi les produits que vous mettez dans le sol? Ah, on n'est pas sûr. On n'accepte pas votre demande. Il y avait des refus. C'est arrivé à quelques reprises, il y avait des refus à des compagnies pour venir accéder au territoire agricole. Il faudrait qu'il y ait quand même un ajustement des, je dirais, de la CPTAQ, du tribunal de la CPTAQ, pour faire en sorte qu'il y ait un certain équilibre entre la protection vraiment de la zone agricole et les compagnies gazières qui se sont organisées pour gagner pratiquement toutes leurs demandes ont été entérinées. Donc, ce faisant, par la jurisprudence, ils disent, écoutez, vous avez dit oui il y a 5 ans, pourquoi vous ne me dites plus oui maintenant? Donc, bien, aussi, c'est que le gouvernement a intimidé la Commission de protection du territoire agricole dans l'affaire de Rabaska. Vous vous souvenez de l'espèce de terminal métallier qu'on voulait faire à Lévis? Puis la CPTAQ avait dit non, vous touchez à des territoires agricoles. Le gouvernement a passé outre, puis il les a menacés de leur enlever des compétences s'ils continuaient de bloquer le développement de l'industrie du gaz. Alors, les commissaires de la CPTAQ ont compris le message. Comme Marc dit, le problème de la CPTAQ, c'est qu'ils ne réalisent pas que la fracturation hydraulique qui se fait un peu comme un soleil, avec un dessin d'enfant avec un soleil, c'est ça que Marc nous a montré, bien, c'est à long terme que ça va avoir un impact. L'ingénieur Marc Durand, il dit c'est un peu comme d'emprisonner dans le sous-sol des centaines, des milliers de bonbonnes de gaz. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, avec le temps, par les failles naturelles, parce que quand ils font un puits, ils vont en chercher une partie des hydrocarbures, mais la grande partie demeure en place. Elle demeure en place, mais là, on a ouvert les voies naturelles. Là. On a créé des autoroutes pour le passage des contaminants, pour leur remonter vers les sources d'eau potable. Mais ça, c'est à long terme que ça va arriver, parce qu'à quelle vitesse l'eau souterraine profonde se déplace pour aller vers les aquifères, ça peut prendre des centaines d'années, comme ça peut prendre moins de temps, dépendant de la composition du sous-sol, les veines qui existent. Les puisotiers, vous savez comment ils procèdent, hein? Ils regardent les veines, puis bon, mais ces veines-là, ils peuvent servir aussi au transport des contaminants. Alors donc, le problème est là, c'est que la CPTAQ dit, ben regardez là, s'il y a eu un déversement en surface, il y a eu des inconvénients, les camions sont passés. Bon, après ça, on prend, vous allez le voir dans la loi tantôt, il y a un plan de réhabilitation qui doit être mis en place. Donc là, rien n'y paraît. En apparence, rien n'y paraît. Mais toute cette contamination qui va par les voies naturelles, potentiellement, parce qu'on ne sait pas non plus, on ne connaît pas toute la composition du sol, mais on sait que ça remonte, mais à quelle vitesse, on ne le sait pas. Alors, le problème, c'est ça, c'est que dans la perspective de la CPTAQ, malheureusement, c'est une perspective à court terme. Oui, il y a eu des inconvénients de l'agriculture pendant 3 ans, puis on a fermé ça après, donc il n'y en a plus d'inconvénients, le sol est revenu intact, c'est beau, allez-y. Le problème, c'est à long terme. Là.
que ça risque d'arriver. Oh oui, bon, monsieur, je suis en train de Alors, demander posez vos questions. dans le dos, arrêtez, là, c'est tellement intéressant. Mais on vous invite à venir prendre un petit café, un jus, quelque chose, puis on peut continuer à échanger aussi. On va prendre 5 minutes juste pour se détendre un peu, puis on reprend avec M. Langelier.